Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez au cœur de l'info du vrai. Ce soir, la tweet politique et la rue. Autrement dit, le débat en 140 signes, qui sont d'ailleurs devenus 280, et les cortèges de manifestants qui s'enchaînent à rythme soutenu, pour l'instant sans aucun effet. Le gouvernement, lui, vient de réunir un séminaire digne d'une firme comme Apple ou Toyota. Bref, la vie politique et sociale prend des formes étonnantes. Nous les analysons avec nos invités. Michel Viviorca, qui est sociologue. Vous présidez la fondation Maison des sciences de l'homme. Et j'annonce la parution de votre tout dernier ouvrage antiraciste chez Robert Laffont. Isabelle Vera-Masson est historienne et sociologue des médias. Vous dirigez le laboratoire communication et politique du CNRS. Je renvoie à votre livre Médias et élections chez l'Harmattan INA Édition. Enfin, Alexandre Malafaille préside le laboratoire d'idées indépendants Sinopia. Vous êtes un spécialiste des questions de gouvernance. Michel Viviorca, est-ce que la politique, ça se fait aussi avec des tweets ? Malheureusement, si je peux dire, oui, ça fait partie du paysage. Le tweet, ça permet d'envoyer des décharges d'adrénaline. Ça permet de lancer quelque chose. Après, ça échappe à celui qui l'a lancé. Le tweet est un peu interactif. On peut réagir, faire circuler. Le tweet circule sur des réseaux. Il y a du nouveau. Ça a des dimensions politiques. Il n'y a pas que des dimensions politiques, bien sûr. Et moi, je trouve ça plutôt inquiétant parce que c'est plutôt pauvre comme contenu, le tweet, en lui-même. Donc si vous envoyez un tweet en disant je développe telle idée dans mon grand discours qui durera 4 heures à tel endroit, peut-être que certains iront écouter le grand discours qui durera 4 heures. Oui, on peut voilà, le rêver. Voilà. Mais voilà, donc moi je pense que le tweet, c'est un moment dans notre histoire politique où, je pense qu'on en parlera tout au long de cette émission, mais c'est un aspect d'une grande dégradation de la situation politique, mais peut-être aussi d'une recherche de quelque chose de nouveau. Isabelle Vera-Masson, on fait de la politique avec des tweets ? Oui, d'abord on fait de la politique avec n'importe quel moyen de communication et parfois on trouve que c'est pas beaucoup que 140 signes, mais une petite phrase certaines petites phrases ont eu des rôles importants. Non, le tweet, il y a plusieurs fonctions. On peut pas dire le tweet comme ça rapidement. C'est à la fois un moyen de faire connaître sa politique. C'est Trump qui annonce les mesures, la politique est donc en quelques signes, c'est un peu ridicule, mais effectivement, il y a dans le tweet la possibilité d'ouvrir plein d'autres messages, des films, des images, des articles, etc. Donc ça, c'est une chose. Le tweet, c'est aussi le fait de réagir très vite. On a la réaction dans sa poche, on dégaine comme un pistolet, et donc la possibilité de réagir très vite, et là, c'est à la fois dans la politique, le fait de spontanément réagir, dire quelque chose, c'est vis-à-vis des émissions politiques, le fait d'interagir, c'est de l'interactivité. Et, troisième élément évidemment très important, c'est la dispute ou la discute. C'est-à-dire que le tweet va vous permettre, et ça c'est unique, de rentrer dans un débat, à la fois pour discuter et pour se disputer. Et vous venez de dire, on dégaine son tweet comme un pistolet. Oui. Je trouve quand même que ça en dit long sur l'état d'esprit que ça traduit. On va pas revenir. Les tweets sont là, ils faisaient 140 signes, ils se font 280, j'ai envie de vous dire, il faut apprendre à vivre avec. Mais vous reconnaîtrez que ça soulève quand même un certain nombre de questions. Oui. La violence des échanges entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls ce week-end, je pense que les tweets y ont largement contribué. C'est-à-dire que la forme même traduisait cette violence des mots qui ne se serait peut-être pas dit de façon frontale en se regardant dans les yeux. Alors, peut-être que si, mais ce qui est étonnant, c'est la facilité, effectivement, de dégainer, de lancer son message, de lancer sa petite phrase. Et puis, surtout, le fait que le message soit très court, ça le rend obligatoirement très incisif. Et l'insulte, c'est comme un crachat. C'est comme à la fois la rapidité, la violence et le côté très court permet de dire beaucoup de choses en très peu de temps. J'ai envie de vous dire que c'est ce qu'on déteste dans le queer. Ça ressemble à une baffe. C'est-à-dire que elle est plus partie. élégant Je que suis ce que j'ai désolé, dit. elle est partie malgré moi. Et puis après, généralement, on se trouve que les auteurs de ces tweets, a posteriori, finissent par dire non, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. On a pris au pied de la lettre. Mais si, ils l'ont écrit, ils l'ont imprimé, ils l'ont envoyé. Surtout maintenant. Au début, il y a eu des tweets qui étaient presque des actes manqués. Maintenant, depuis quelques années, on sait, quand on fait un tweet, qu'il va être repris, relu et rediffusé. Ça, Alexandre Malafaille. Si on accepte de dire qu'on fait de la politique au café du commerce, avec la tweetosphère, on a un espèce de café du commerce planétaire, en tout cas français et planétaire. Ça, c'est une vraie réalité dans laquelle on est rentré. Et c'est ce niveau-là.
C'est ce niveau-là dans lequel on est maintenant en train de se chiffonner, de s'étriper, de s'envoyer des choses. Ou de se discuter. Alors, de temps en temps, ça fait progresser le débat, mais souvent, il y a un problème quand même de fond, qui est le problème de l'anonymat. C'est-à-dire que, bien sûr, les hommes politiques sont à visage découvert, mais beaucoup d'internautes de Twitter sont des gens qui tweetent de manière souvent brutale, violente, avec parfois des contenus qui sont censurés, mais quand même qui le font à visage couvert, ce qui est quand même problématique par rapport à la manière de participer au débat public. Alors, d'un autre côté, ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que le vrai changement de pratique politique, c'est que jusqu'à présent, les hommes politiques, jusqu'avant la twittosphère, les hommes politiques, ils avaient besoin de vous pour pousser un message. Vous avez tout à fait raison. Et là, tout d'un coup, ils n'ont pas besoin de vous. Ils provoquent le débat, ils balancent un truc, alors une grossièreté pour les uns, une bonne idée pour les autres, mais en tout cas, ils poussent cette information et donc ils vont provoquer le débat et vous allez effectivement suivre ce débat. C'est ça qui est intéressant dans le changement de façon de faire. Et on le relaie, ce qui d'une certaine façon revient au même. Alors c'est pratique le tweet, hein. On peut dire ce que l'on pense, désormais en 280 signes et sans passer par les journalistes, en tout cas dans un premier temps. Et avec ce petit jeu-là, eh bien, tout le monde y passe, à commencer par le président de la République. Ce week-end, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls qui se sont écharpés par réseaux sociaux interposés, Laure Herpeux et Margot Bachelier. Bonjour, je viens de sortir de l'Élysée et du point presse du porte-parole du gouvernement. Christophe Castaner, qui débriefe le Conseil des ministres du jour dans sa voiture. Le tout diffusé sur Twitter. L'image inhabituelle est moquée par certains médias. Avec un brin d'humour, le porte-parole du gouvernement répond à la critique. J'ai mis mon plus beau casque pour pas prêter à la polémique. J'ai pris un Vélib, vous pouvez vérifier. Et j'ai tenté l'exercice, pour m'entraîner, de rendre compte du Conseil des ministres avec ce format-là. Avec près de 22 millions d'utilisateurs français mensuels, rien que sur Twitter, les réseaux sociaux sont devenus en quelques années un outil majeur de la communication politique. Alors que le président fuit les médias classiques, il reste très actif sur ces canaux. L'opposition y trouve aussi une façon d'exister. Jean-Luc Mélenchon, véritable adepte, notamment à travers sa chaîne YouTube. Bonjour les amis. C'est la 40e revue de la semaine, hein. Ça commence à faire un bon paquet. Hein. Une fois par semaine, décontracté, presque comme s'il était à la maison, le leader de la France insoumise décrypte l'actualité et en profite aussi pour critiquer l'exécutif. Il se coupe devant l'Égypte. Donc le président de la République a fait un discours à la Sorbonne cette semaine. Bon, comme ça durait un temps fou, 1h30. Bon, là, il peut être long, moi aussi ça m'arrive. Hein. Bon, mais il faut voir. Bon, alors il y avait, c'était comme, vous savez, comme il y avait une tranche de gaufrette de citation et toc, un délire, une gaufrette de citation et ainsi de suite. Il a tenu comme ça pendant 1h30 pour dire des choses qu'on a déjà entendues 100 fois et qui sont un tissu d'ineptie. Des pics qui frôlent parfois le dérapage. La semaine dernière, échange virulent sur Twitter entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls. Corvée, siéger avec l'ignoble Valls à la commission Nouvelle-Calédonie. Ici, qui vient-il trahir ? Ignoble et outrancier texte de Mélenchon, qui en claquant la porte de la mission Nouvelle-Calédonie, affiche son mépris pour les Calédoniens. Mais pour les politiques, l'usage des réseaux sociaux reste avant tout une façon de verrouiller leur communication. Ils vont transgresser les médias traditionnels en utilisant ces dispositifs de communication afin de s'adresser au public, de s'adresser aux opinions publiques en pensant que le message, cette fois-ci, sans le filtre des journaux, sans le filtre des médias, sans le filtre des professionnels de la presse, sera beaucoup mieux reçu par les citoyens et par les récepteurs, ce qui n'est certainement pas démontré par l'expérience. Après la conquête des réseaux sociaux, les politiques s'attaquent désormais aux médias classiques. Cette semaine, la France insoumise doit présenter son projet d'une chaîne de télévision gratuite sur Internet. On va remonter le fil des aspects les plus violents qui ont eu lieu par exemple ce week-end. Mais prenons le cas très intéressant de Christophe Castaner, qui est un porte-parole que je crois chacun reconnaît comme faisant son travail avec beaucoup d'aisance, de facilité, et depuis le premier jour. Mais voilà, il nous fait le coup de la bagnole, le lendemain le coup du Vélib. Alors il y met du second degré, mais c'est sympa, c'est réussi ou c'est ridicule? Je pense qu'on peut dire les deux. Donc moi je veux bien votre avis. Bah, écoutez,
moi, je trouve ça un peu grotesque. Mais ça, c'est un jugement peut-être très, très personnel. Je trouve ça grotesque parce que ce que j'attends, moi, d'un porte-parole, c'est qu'il exprime des idées, qu'il donne des informations, qu'il porte la parole du gouvernement. Si porter la parole du gouvernement, c'est montrer qu'on roule en Vélib, qu'on met un casque, etc., alors je me sens un peu méprisé comme citoyen, je dois le dire, ou comme consommateur d'informations. Mais on peut dire aussi, vous avez raison, c'est ambivalent, on peut dire aussi, il fait passer plus agréablement du contenu. Donc c'est ambivalent, mais je préférais quand même un style un peu plus classique. Alexandre Malafaille. Oui, la communication politique, elle est un peu aride en général. Le message du porte-parole du gouvernement n'est pas forcément le plus distrayant qui soit. Et là, ils essayent d'accrocher l'attention avec une façon de faire qui est dans l'air du temps. Je ne pense pas que ça dure très longtemps. Je ne suis pas sûr que quand on traversera une période peut-être un peu plus compliquée, à supposer qu'il y en a une ou deux devant nous, qui fera son débrief de Conseil des ministres sur un vélo. Voilà. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, c'est une façon de... Et peut-être essayer de déplacer l'attention. On voit bien que depuis quand même quelques semaines, on a quand même des médias qui se cristallisent beaucoup sur les petites phrases d'Emmanuel Macron, qui lui aussi est un champion pour attirer l'attention, pas forcément sur ce qui est plus important. Là, il vient de nous honorer, nous, journalistes, c'est vous qui foutez le bordel. Oui, ça j'ai vu, mais ça je pense que très sincèrement, il est quand même le premier fautif. Et il s'est engagé dans un dialogue avec les Français où il veut transformer le pays et à juste titre faire bouger les lignes. Et à chaque fois qu'il est quelque part, même en France, et qu'il fait un déplacement, au lieu qu'on puisse se concentrer sur le fond de ce qu'il dit, et qui est intéressant, y compris quand il est à Athènes, quand il est à New York, etc., qu'est-ce qu'il fait ? Il nous sort une petite phrase. Alors est-ce qu'il se contient ou pas ? Est-ce qu'il le fait exprès, histoire de détourner l'attention sur ce qu'il fait vraiment ? En tout cas, c'est très surprenant comme façon de faire, parce que ça gâche une bonne partie du message. Vous savez, c'est un peu comme l'allégorie du sot et du sage. Quand le sage montre la lune, le sot regarde la main, sauf que si le sage passe son temps à agiter la main, on fait que regarder sa main. Vous voulez dire que d'Athènes, on a retenu uniquement les fainéants et que de New York, on retient la Russe n'est pas la démocratie, point barre ? La très grande majorité des Français se sont concentrés là-dessus, parce que c'est ce qui a fait effectivement le buzz. Quand il va la semaine dernière dans la Creuse, là encore, avec cette petite phrase qui est lâchée avec Alain Rousset au moment où il est, en plus c'est même pas sur le YouTube de l'Élysée, enfin, ou le Facebook de l'Élysée, c'est très étonnant de voir que tout d'un coup, c'est ça qui va être repris, alors qu'il fait un travail de fond. Tout le monde sait qu'il le fait exprès, pardonnez-moi, on n'est pas obligé de faire semblant d'être naïf. Oui, mais vous voyez, moi je crois que, pardon d'insister sur un point, c'est qu'on est dans une période de transformation qui est très importante. Le point fondamental de la séquence actuelle, c'est qu'il a fait un choix, qui est de dire il faut relancer l'économie et donc libéraliser, donner un petit peu de marge de manœuvre aux entreprises. Mais d'un autre côté, on voit bien que ça inquiète quand même les Français qui ne sont pas en forte adhésion derrière. Et demain, on a 9 syndicats dans la rue. Exactement. On va le voir dans un de nos reportages. Il devrait passer son mois de septembre et son mois d'octobre, non pas forcément envoyer des petites phrases ou des petits messages, mais par exemple à faire un vrai travail de fond et de consultation sur comment on compense ça, comment on rencontre les acteurs, comment on va voir à l'étranger comment ça se passe pour justement travailler le volet sécurisation, le volet compétences qui doit nécessairement accompagner ce volet de flexibilité parce que c'est ce qui permettra effectivement de créer de la confiance dans la durée du côté des salariés. On est parti, et c'est normal finalement, dans ce qu'on pourrait appeler aussi la propagande au sens premier du terme, politique. Mais je reviens sur les tweets et leur utilisation. Ils finissent par poser problème ou pas ? Les tweets, parce que moi je voulais parler un petit peu de la communication de Christophe Castaner. Allons-y, très bien. Je trouve toujours intéressant à quel point l'entourage politique copie, et c'est toujours comme ça à chaque gouvernement, le chef. Et il y avait dans le désir d'Emmanuel Macron le fait de casser les codes. C'est-à-dire qu'il a voulu depuis le départ casser les codes, et on voit bien même dans ces petites phrases, qu'on ne sait pas très bien si elles sont choisies ou si elles sont un peu volées, ce désir. Et Christophe Castaner, en se présentant dans une voiture après un Conseil des ministres, veut casser les codes et il veut, et ça c'est plus moderne, s'adapter aux médias. Parce qu'on ne communique pas sur grand écran, et comme on communique sur un smartphone. La taille de la voiture, c'est d'ailleurs légèrement ridicule, et comme ça. Le deuxième message de Christophe Castaner n'est pas du tout dans le même esprit que le premier, puisqu'il s'agit de répondre à la critique. Et là, on voit la deuxième vertu dont j'ai parlé de Twitter, qui est la dispute ou la discute. C'est-à-dire, d'un côté, il s'agissait de parler de la politique du gouvernement. Dans le deuxième cas, c'est de répondre à la critique et à la moquerie. Et il répond à la critique et à la moquerie en se moquant encore plus, enfin en rentrant dans le ridicule puisqu'il va sur un vélo. Mais il est porte-parole du gouvernement. J'ai envie de vous dire que ça pourrait se jouer, par exemple, à la Chambre des députés, cette histoire. C'est-à-dire qu'ils se regardent les yeux dans les yeux dont nous serions, pardonnez-moi, je termine, les témoins, nous, en tant que téléspectateurs, et voilà, et qu'ils s'affrontent normalement, avec des termes peut-être, à mon avis, forcément différents. Mais non. C'est trop, enfin, je veux dire, c'est trop tard. C'est ce qu'ils ne veulent pas faire. Non, ils ne veulent pas
ressembler à la vieille politique dans laquelle il y a d'un côté, comme dans les parlements anglais, la droite et la gauche qui s'affrontent avec des mots portés par le langage politique, par la langue de bois politique. Le désir de cette nouvelle équipe politique, c'est de sortir dans la rue. Alors la rue à travers des vélib ou à travers des voitures ou à travers des usines ou dans des cours de récré, etc. Sortir dans la rue, rencontrer des gens et se défaire du discours politique traditionnel. Donc on ne peut pas leur demander d'être comme avant, parce qu'ils ne le veulent pas. J'ai l'impression qu'il y a comme un piège qui se referme, parce que si on n'apprécie pas les tweets, on va finir par se dire, s'entendre dire, mais vous n'êtes pas moderne. Excusez-moi, il n'y a pas une extrême modernité là-dedans, c'est juste un support, et l'histoire de l'humanité se fait avec une évolution des médias, sous tout support qui bouge. Et bien entendu, on les avalise, mais d'une certaine façon, ça contraint aussi le débat lui-même. À partir de ce que vous dites, il faut bien voir que le tweet, il y a beaucoup ou ce qu'on vient de voir avec le porte-parole du gouvernement, il y a d'un côté de la brutalité, moi je trouve, le côté revolver, mais il faut qu'il y ait des balles dedans, premièrement, parce que sinon, si on envoie des pétards mouillés, ça intéresse pas. Ça peut être vite ridicule. Bon, premièrement. Et il y a d'un autre côté de l'hyper-simplification, et il y a du non-débat. Et moi, c'est ça qui me frappe. Il peut y avoir un peu de dispute, mais il n'y a pas du débat complexe, nuancé. Vous n'avez pas envoyé un tweet en disant « je me demande si je suis pleinement d'accord ou pas avec tel propos ». Non. Vous cognez. Michel Houellebecq peut-être. Enfin, vous cognez peut-être. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, peut-être que ça a à voir avec une stratégie d'en haut, mais je crois aussi que ça a beaucoup à voir avec la pulvérisation de toutes les médiations ou de beaucoup des médiations qui peuvent exister dans cette société entre les individus, les personnes, nous, et le pouvoir. Et donc, le tweet, ça vient dire ça aussi. Ça veut dire le Parlement, c'est pas grand-chose, les syndicats, c'est pas grand-chose, sauf peut-être quand ils descendent dans la rue, et encore. Les médiations d'un type ou d'un autre, on s'en fiche, finalement. Je suis dans la connivence directe avec vous. Regardez, je me balade en vélib, je vous fais des clins d'œil. Il y a un petit côté comme ça, je vous fais des clins d'œil. Bon. Et puis, au bout du compte, le système politique, et je dirais même les institutions, tout ça passe presque à la trappe. Et donc le tweet, ça vient nous dire ça. C'est pas forcément une stratégie délibérée. Non, il y a un côté illusion de la démocratie directe qui est en train de s'installer, mais aussi avec un problème de fond, c'est qu'en fait les corps intermédiaires, la classe politique, enfin cette représentation traditionnelle, évidemment, elle a été battue en brèche. Le dégagisme auquel on a assisté est bien là pour le confirmer. Et dans le même temps, on a l'éruption de ces nouveaux moyens de communication absolument étonnants qui changent le jeu et qui enferment quand même les gens, là encore, à la fois dans deux pièges. Le premier piège, c'est le piège du fan club. Quand on va sur Twitter, on voit bien que globalement, on parle aux siens, quoi. Même sur une chaîne YouTube, on parle à ses fans, quoi. Monsieur Mélenchon parle à ses fans. Le deuxième piège, en fait, c'est qu'on a un vrai problème de fond sur le problème de la pédagogie politique. Et c'est là où il y a un piège qui est dangereux. C'est que quand même, on voit bien là encore que l'homme politique, il doit expliquer. Et qu'expliquer en 140 ou en 280 signes une politique de fond, une ligne budgétaire, c'est difficile. Or, les as de Twitter et des petites phrases, et là, pour le coup, les insoumis sont très forts, c'est qu'ils ont bien compris qu'il fallait pratiquer l'amalgame à tout crin. Alors Twitter, pour pratiquer l'amalgame à tout crin, c'est absolument génial. Sauf que le problème, c'est que bien sûr, il n'y a plus de pédagogie. Et en plus, il y a un truc extraordinaire sur Twitter, y compris quand c'est fait, on l'a vu avec le tweet de M. Valls et de M. Mélenchon, là, ou quand, après c'est des petites phrases, mais on voit bien qu'il n'y a pas de mise en quarantaine, même quand vous dérapez gravement. C'est-à-dire que vous pouvez dire à peu près n'importe quoi, et cette violence politique, elle paye. Regardez, Mme Obono, elle va balancer des choses quand même qui sont lourdes de sens. Eh bien, ça la rend encore plus populaire parce qu'elle est encore plus invitée sur les plateaux pour s'expliquer. Il y a quelque chose qui est... Et donc, la tweetosphère amplifie... Vous voulez dire qu'il y a une prime à la violence, éventuellement à la vulgarité, et enfin, d'une certaine façon, vous vous inquiétez du fait que ça puisse se terminer avec juste uniquement des échanges Oui, parce que dans le même temps, si vous voulez, en fait, comme il n'y a plus véritablement de droite au sens traditionnel politique, il n'y a plus beaucoup de leaders et qu'il n'y a plus beaucoup de leaders également sur la case Parti socialiste, de fait, le débat est résumé entre d'un côté un gouvernement qui va faire de manière très bobo le coup du « voilà, je fais ma conférence de presse depuis mon vélib » et puis finalement des insoumis qui font beaucoup de bruit mais qui ne sont pas plus représentatifs pour autant. Michel Dizurka. Il n'y a pas forcément une prime, il y a une surenchère. Parce que si je dis qu'un tel est ignoble, lui il va dire que je suis encore plus ignoble que moi. Et puis, et ça va monter comme ça. Et si je veux exister dans cette sphère-là de communication, il faut que j'en rajoute à chaque fois. Ou en tout cas que je sois au moins à quel moment vous portez plainte
Parce que Alors là, je pense qu'on rentre dans des problèmes de justice. Moi, je ne suis pas juriste, je ne sais pas. Parce que les délits dans la presse, ça se juge à la 17e chambre correctionnelle. Le droit n'est peut-être pas parfaitement adapté à cette nouvelle économie médiatique. Ça, c'est un point très important. Puis je voudrais ajouter autre chose. C'est pour ça que je ne crois pas que ça façonne durablement les choses. J'ai en tête quelque chose d'assez lointain. En 2011, il y a eu 2011-2012, il y a eu des mobilisations assez nouvelles, soit dans le monde arabe et musulman, les fameux printemps, soit les mouvements genre Indignados, Occupy Wall Street, etc. Bon. Et ces mouvements, c'est très intéressant parce qu'ils ont d'un côté beaucoup utilisé les réseaux sociaux, mais d'un autre côté, ils n'existaient que parce que les gens se rencontraient sur des places. Oui. Et donc, je dis ça parce que... Et moi, j'ai le souvenir, j'ai un de mes anciens étudiants italiens qui a mis 1 million de personnes dans la rue, ils étaient avec 2 copains, le mouvement Viola. Ils ont mis 1 million de personnes dans la rue pour dire « on ne veut plus de Berlusconi ». Et puis une fois qu'ils ont mis ces gens dans la rue, qu'ils ont dit, et qui a été dit on ne veut plus de Berlusconi, après c'était terminé, parce qu'il n'y avait pas la capacité de structurer quelque chose, d'organiser, de construire. Et donc, je pense aussi qu'il faut bien voir, c'est aussi pour ça que c'est le degré zéro de la politique. Ça ne structure rien, à mon avis, de durable, de constructif et qui permettent des vrais débats politiques. Deuxième reportage de cette émission dans le registre moderne, après les tweets, le séminaire gouvernemental. Il a eu lieu ce week-end, atmosphère détendue obligatoire. Au menu, comment inonder l'agenda médiatique sans couac jusqu'à la fin de l'année. Tout cela pour calmer les syndicats. Reste une question, le gouvernement est-il une entreprise comme les autres? Julie Patin, Margot Bachelier. Dimanche après-midi à Matignon, arrivée décontractée pour mettre au pas le gouvernement. Un gouvernement, c'est un orchestre. Et pour qu'un orchestre joue bien, il faut que chacun joue sa partition. Et puis il faut aussi que chacun sache quelle partition joue l'autre. Ce séminaire a pour objet de faire en sorte que les ministres s'écoutent, qu'ils sachent exactement qui va faire quoi et à quel moment. En d'autres termes, que ce gouvernement parle enfin d'une seule voix, éviter les couacs, les désaccords entre ministres, trop nombreux ces derniers temps. Sur la PMA par exemple, quand Marlène Schiappa annonce un calendrier, contredit dans la foulée par 2 ministres. C'est un engagement de campagne, donc comme tous les engagements de campagne du président de la République. Il sera tenu. Il sera tenu. En termes de calendrier, nous serons sur l'année qui arrive, 2018. C'est pas une question de cette année. Notre priorité, c'est l'économique et le social. Je proposerais que l'on puisse résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer aux problèmes civilisationnels. Accorder les violons de ses ministres, mais aussi pour ce 3e séminaire gouvernemental, fixer le cap des réformes à venir. Notre objectif, c'est d'être un gouvernement qui avance et qui travaille. Les commentateurs commentent, posent des questions, elles sont bien naturelles. Moi, je ne crois qu'à l'action et au résultat. Merci beaucoup. Bonne journée. Action, résultat et surtout concertation pour dégoupiller avant l'heure les mobilisations syndicales. Méthode éprouvée sur la réforme du Code du travail. Dès le mois de mai, Emmanuel Macron a rencontré les principaux partenaires sociaux. Il faut qu'on ait le temps suffisant pour pouvoir se concerter au fond si c'est une vraie concertation. Je n'ai pas de réponse pour le moment, oui ou non. Je vais trouver attentif le président sur cette question-là, mais on n'a pas de réponse. Donc. Résultat, un front syndical divisé, une mobilisation en demi-teinte et des ordonnances signées fin septembre sous l'œil des caméras. Cette réforme, menée dans un temps record, jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Et jamais, a fortiori, une telle réforme n'a été faite en si peu de mois. Satisfait du président, qui compte bien appliquer la même méthode pour la suite de son programme. À l'agenda, la réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Des réunions de concertation avec les syndicats sont déjà prévues. La première aura lieu jeudi matin. Alors, un gouvernement est une entreprise comme les autres ? En tous les cas, pour la nouvelle équipe, oui, c'est amusant de voir qu'on est passé depuis les époques gaullistes, Pompidou, Giscard, à une vision très étatique, institutionnelle. Ensuite, on a eu un gouvernement beaucoup plus de militants, de partis politiques. Et là, on est véritablement dans une autre culture, qui est la culture de l'entreprise privée, dans laquelle on se retrouve en séminaire. Nous, à Dauphine, on a un séminaire résidentiel comme ça. Oui. Donc, c'est pas que pas que l'entreprise privée. On se retrouve pour parler, pour discuter.
s'amuser et pour être des chouettes copains. Je rappelle que le but, c'était quand même, est-ce qu'on pourrait ne pas dire de conneries d'ici la fin de l'année? Parce qu'on a assez d'échéances importantes, comme le fait remarquer le président de la République, qui lui-même met en scène maintenant la signature des ordonnances. Alors, en cela, il y a une différence avec l'entreprise que je ne connais pas, c'est pas ce que je connais le mieux, mais quand c'est un séminaire, que ce soit à l'université, d'ailleurs dans les entreprises privées, quand on se réunit, c'est plutôt quand même pour essayer d'améliorer le fonctionnement, c'est-à-dire gagner plus d'argent, mieux s'entendre, etc. Là, on est dans le discours. C'est-à-dire que c'est amusant, c'est clairement dit, et le discours, c'est finalement, comment dirais-je, le centre de la politique. Il n'y a pas de politique sans le discours. Le discours et la politique sont totalement liés. Et ça, ils le savent, puisque Emmanuel Macron a quand même beaucoup gagné, parce qu'il avait le logos, il avait les mots, il avait le discours. Donc, il faut continuer pour contrôler ce discours, le contrôler à la fois qu'il n'y ait pas de multiplication, et aussi, et ça, Emmanuel Macron ne sait pas très bien faire, contrôler la réception du discours. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'il parlait, eh bien, les gens entendaient autre chose. Et ça, c'est vraiment un problème. Et la langue de bois, quand on sait ce qu'elle est faite à la fois pour que tout le monde dise la même chose, et aussi pour qu'il y ait le moins d'interprétations différentes possibles au niveau de la réception. Alors, c'est une drôle d'entreprise qui était en séminaire, parce qu'en fait, il y a 67 millions de personnes qui y travaillent, c'est-à-dire les Français. C'est toute la difficulté. Et quand on veut transformer une entreprise, on la transforme avec les collaborateurs, avec toutes les parties prenantes, sinon on n'y arrive pas. Mais là, en fait, je crois qu'ils ont 3 types de problèmes. Ils ont un problème opérationnel, un problème de fond, un problème de forme. Le problème opérationnel, c'est qu'on a affaire à une équipe nouvelle qui, pour une bonne partie, n'est pas expérimentée en politique, et en plus, pour une bonne partie, de gens qui ne se connaissaient pas avant d'arriver au gouvernement. Donc tout ça, quand même, à un moment donné, il faut que ça, si je puis dire, que la mayonnaise prenne. Qui ont tous individuellement une expertise généralement reconnue dans leur domaine. Absolument, ça c'est plutôt une caractéristique positive, en tout cas très intéressante à observer dans la durée. On verra par rapport aux anciens ce que ça donnera dans la durée, mais c'est très intéressant. Donc voilà, il faut gérer le côté positif, c'est-à-dire voilà, ils se voient, ils se parlent, ils échangent, ils essaient de faire remonter des messages, d'ajuster leur stratégie, de voir comment ils vont communiquer. Bon, ça c'est le problème opérationnel d'une boîte normale qui fait face à un projet, à un enjeu. Après, le problème de forme, si je peux dire, c'est qu'ils sont face à la fin du Jupiter qui contrôle tout, et donc quelque part aussi des difficultés dans lesquelles le président Jupiter les emmène. C'est-à-dire que, évidemment, Emmanuel Macron s'est quand même collé tout seul cette image de président des riches avec sa façon de faire et sa façon d'être. Donc maintenant, ils sont obligés de ramer derrière. Et puis après, il y a un problème de fond. C'est vraiment d'expliquer comment est-ce qu'on peut faire de la pédagogie politique dans ce contexte-là, sachant que si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'arriveront pas à faire la totalité ou même une grande partie de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une adhésion. La confiance, elle repose sur la compréhension de ce qu'on est en train d'entreprendre. C'est étrange parce qu'au moment où ce séminaire a lieu, Le Monde fait ce soir sa une avec ce titre « Macron, le choix d'un exercice solitaire du pouvoir » et qui est visiblement tout à fait assumé. Ça peut paraître paradoxal. Michel Viorca. Non, on peut être chef d'entreprise pour garder votre image omnipotent et organiser des séminaires de cadres supérieurs pour leur apprendre à diriger les établissements. Oui, Pardonnez-moi, le président Macron n'est pas Michel-Édouard Leclerc. Je ne crois pas. Donc on est bien d'accord. Donc il y a quand même une différence. Bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas pousser trop loin la comparaison avec une entreprise. Je voulais vous faire remarquer. On sera d'accord. Ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'il y a d'un côté les moments de solennité. On en a vu un. Alors, les ordonnances devant la télé, très solennel. J'étais revenu à l'enfance, là. C'était le général de Gaulle qui venait annoncer une nouvelle constitution. Et d'un autre côté, cette réunion, encore qu'on ne sait pas vraiment de quoi ils ont parlé, ils ont peut-être travaillé ardemment. Personne, enfin, en tout cas, moi, je ne le sais pas. Je crois avoir donné la clé, franchement, c'est essayer de ne pas dire de bêtises d'ici la fin de l'année. Mais écoutez, voilà des gens qui... C'est très juste ce que vous avez dit, des gens qui ne se connaissaient pas, qui sont quand même des amateurs, la plupart d'entre eux, en politique. Donc la politique, c'est quand même quelque chose de pas facile à mettre en œuvre. Et donc, ces gens-là se réunissent. Mais c'est aussi une situation, et c'est ça moi qui me frappe le plus, où on croit qu'avec de la bonne com, on va régler des problèmes qui sont des problèmes dans lesquels, en réalité, la société commence à être, je dirais pas en ébullition, mais à être un peu en mouvement. Regardez juste l'affaire des ordonnances. Ils se sont mis à dos à moitié au moins la CFDT, qui était brave. Laurent Berger a vraiment voulu discuter, négocier, expliquer. Il a obtenu certaines choses, il n'en a pas obtenu d'autres, mais dans l'ensemble, il a conclu en disant le gouvernement est passé à côté d'une bonne occasion de faire des choses importantes. Mailly, il se retrouve désavoué par l'essentiel de son syndicat.
Bon, donc ils n'ont pas réussi, si vous voulez, à embrayer, malgré des discussions qui ont duré plusieurs mois. Je précise qu'on va dans un instant consacrer un reportage, notamment à la mobilisation de demain, où tous les syndicats seront réunis, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Mais je voudrais vous faire remarquer deux choses. Alors, comme toujours, il y a les aspects superficiels, mais qui disent des choses. L'arrivée du Premier ministre avec cette tenue détendue. Le pantalon. On ne voit que le pantalon, très bien, et c'est normal qu'on y réagisse. Et puis, en même temps, tout cela met en place une équipe, mais Jupiter n'est pas là. Et donc, ça veut bien dire que chacun a sa mission. Et oui, est-ce voilà, qu'on ne voit pas ? Il y a la classe et il y a le proviseur du lycée, quand même. Et ce qu'on ne voit pas du tout dans cette affaire-là, c'est l'entourage réel du chef de l'État. Oui. Tous ces jeunes énarques, spécialistes du budget et autres, qui sont, paraît-il, très nombreux autour de lui, on ne les voit pas. On a le sentiment que les grandes affaires du pays se jouent entre un président qu'on ne voit pas et des ministres. La réalité est tout à fait autre. La réalité, c'est que la plupart des choses sont décidées, c'est pas l'exercice solitaire du pouvoir, mais sont décidées par un président qui a son entourage, que j'appellerais moi gestionnaire ou technocratique. J'ai un peu l'impression qu'il y a aussi l'envie de corriger ces deux images incroyables qui consistent à montrer Emmanuel Macron et deux ministres l'un à côté de l'autre en train de signer des ordonnances. Et quand même un grand absent, qui est le Premier ministre, et le Premier ministre qui, normalement, gouverne d'après la Constitution. Donc, il a peut-être fallu, peut-être lui-même a-t-il eu envie d'apparaître en majesté, c'est-à-dire sans le Président de la République, avec son équipe. Et donc, on voit bien qu'il y a d'un côté quelqu'un qui signe une politique et de l'autre côté quelqu'un qui l'organise. Ce qui est l'esprit de la Constitution. Oui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rester avec cette image qui, moi, m'avait beaucoup choqué d'Emmanuel Macron sans le Premier ministre éternellement. Sinon, alors là, il y aurait eu un coup d'État les deux ministres qui l'entourent témoignent de la situation un peu paradoxale dans laquelle il se trouvait. Hein. Ah oui, mais enfin voilà. Donc c'est un Jupiter à qui manquait son bras droit. Là, on voit bien on respecte l'esprit de la Constitution, un président qui assume une politique et un Premier ministre qui organise cette politique. Vous venez de l'évoquer, Michel Vivier-Quay, il y a donc le combat politique par réseaux sociaux interposés. Et puis il y a aussi les bonnes vieilles méthodes de manifestation. Demain, 9 centrales syndicales descendent dans la rue pour défendre les fonctionnaires. En ce moment, les manifs s'enchaînent les unes après les autres, avec évidemment la bénédiction de Jean-Luc Mélenchon. Cécile Bartoli, Margot Bachelier. 10 ans que l'ensemble des syndicats de la fonction publique n'avaient pas appelé à manifester. Demain, plus de 130 points de rassemblement sont prévus sur tout le territoire. Y défileront des fonctionnaires en colère contre un gouvernement qui annonce le rétablissement de la journée de carence et la suppression de 120 000 emplois dans la fonction publique. Nous avons le sentiment que les fonctionnaires sont les laissés pour compte de la politique du gouvernement. On est passé très clairement à une logique d'affrontement, mais l'affrontement, ce n'est pas la CGT et les autres syndicats qui l'ont voulu, c'est le gouvernement qui a fait le choix d'entrer dans l'affrontement avec les ordonnances sur le Code du travail, avec les attaques contre la fonction publique. Et effectivement, le gouvernement nous trouve en face de lui pour mener cet affrontement. Demain, il s'agira de la 5e manifestation en un mois. Les 2 premiers rendez-vous contre la loi travail se sont faits sans de grands syndicats comme FO ou la CFDT. Résultat, seulement 24 000 manifestants à Paris selon la police, 60 000 selon les organisateurs le 12 septembre dernier. Pas mieux 9 jours plus tard, ni pour les retraités qui n'étaient qu'entre 3 000 et 10 000 dans la capitale le 28 septembre. Des mobilisations faibles qui n'ont pas poussé le gouvernement à revoir sa copie. Les manifestations du mois de septembre ont montré une relative faiblesse des organisateurs et justifiant par là même le positionnement des organisations, CFDT, CFTC, Force ouvrière, UNSA, qui, quoique non représentative, est dans la même ligne, et qui disent il faut discuter avec le gouvernement plutôt que de s'opposer à lui. Il faut ajouter à cela que dans un contexte politique actuel, le président de la République peut encore, pendant quelque temps, se targuer d'avoir l'appui de l'élection politique, d'avoir la confiance politique, d'avoir un capital politique. Il ne pourra pas le dire dans 2-3 ans, bien évidemment. Pourtant, un corps de métier a réussi à se faire entendre, les routiers. Pendant 2 semaines, ils entament un bras de fer pour protéger plusieurs de leurs acquis menacés par les ordonnances. En bloquant des raffineries, ils font vite fléchir le gouvernement, une ouverture qui remobilise les syndicats.
Les routiers ont ouvert une première brèche dans les ordonnances. Ils ont démontré qu'on peut obliger le gouvernement à reculer sur certains sujets. La grève dans la fonction publique, elle a aussi la capacité de démontrer que sans les travailleurs, eh bien, ce pays ne tourne pas. Et donc voilà, oui, effectivement, il faut construire la grève. Nous assumons le fait que ça peut conduire à une forme de blocage du pays, mais c'est aujourd'hui le seul moyen efficace que nous avons d'agir vis-à-vis de ce gouvernement. Pas question donc de lâcher. La semaine prochaine, les salariés des ports et des docks annoncent des actions avant une nouvelle journée de mobilisation contre les ordonnances, dont la date sera décidée ce soir au siège de la CGT avec les autres organisations syndicales. Alors, pour être entendu par le gouvernement, il vaut mieux avoir un gros camion, c'est ça ? Oui, c'est clair. C'est extraordinaire, ça ne changera donc jamais. Je ne mets pas en cause le fond du mouvement des routiers, mais vous vous rendez compte de la disproportion et finalement de l'idée que l'on retient. Oui. C'est-à-dire que ce sont ceux qui peuvent toucher nos raffineries et qui peuvent éventuellement bloquer nos villes, ce qui n'était absolument pas le cas, car contrairement au bruit qu'ils ont habilement fait courir, les stations à essence étaient approvisionnées, que le gouvernement a décidé de faire un pas de côté sur un texte dont ils nous répètent depuis plusieurs semaines qu'il est essentiel. Ils ont le sentiment, je pense, les partenaires sociaux, notamment que le président de la République est sensible à la pression. Il l'a montré cet été quand il a lâché sur le statut de la Première Dame, qui est un non-sujet, pourtant il a mis un genou à terre, si je puis dire. Donc c'était, je pense, ça a créé un bout de précédent en disant, tiens, peut-être que si on insiste un peu, il peut reculer, parce que finalement, il est aussi attaché à ce qu'il veut laisser dans l'histoire et donc éviter que la France soit paralysée. Mais malgré tout, quelque chose qui me paraît absolument fondamental et qui est en train de s'opérer sous nos yeux, c'est qu'on voit bien qu'il y a, pour le coup, vraiment le combat de l'ancien monde et du nouveau monde. Je m'explique. L'ancien monde, c'est finalement, c'est la CGT, c'est les Insoumis, c'est le Front National, c'est cette droite triste, c'est ceux qui font du bruit et ceux qui sont tristes et qui finalement sont dans la contestation complète et qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Il peut y avoir des raisons légitimes d'être triste. Hein, mais mais quand vous entendez les commentaires de M. Woerth sur la politique budgétaire du gouvernement, c'est pas très réjouissant, c'est pas très joyeux, c'est pas très nouveau. Donc voilà, ça c'est un peu l'ancien monde. Et à côté de ça, vous avez ce nouveau monde. C'est intéressant ce qu'il a réussi malgré tout à faire Emmanuel Macron. En fait, quelque part, En Marche, c'est une espèce de grosse coalition à l'allemande. C'est-à-dire que vous avez de la droite, du centre, de la gauche, tout ça se retrouve, et tout ça avec les partenaires sociaux qui, pour certains d'entre eux, jouent quand même le jeu, ont participé à ces travaux de réforme sur les lois travail, malgré tout sont prêts à avancer, pas totalement dans la logique de blocage, et ça fonctionne. Et vous avez donc ce monde qui passe à une autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire culture davantage du compromis que du clivage, des stratégies d'alliance qui fonctionnent. Au sein du gouvernement quand même, ou au sein de la majorité de la République En Marche, vous avez des gens de droite et des gens de gauche qui vont se soutenir pour passer tel ou tel amendement, telle ou telle loi, tel ou tel projet, plus ou moins équilibré. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Donc c'est vraiment le monde ancien et le monde nouveau qui sont en train de s'affronter. Isabelle Ramasson, comment vous percevez cette... Là, on est reparti dans des choses très traditionnelles. Alors, quand on a envie d'être méprisant, et quand c'est fait généralement escient, on dit la rue. Sous-entendu, la rue n'aura pas le dessus, alors qu'il s'agit de manifestations qui, en effet, se déroulent dans la rue. Mais enfin, on sait très bien ce qu'est sous-entendu de l'expression. Alors, c'est intéressant que vous ayez traité cette question des manifestations dans un sujet plus large avec Twitter, etc. Mais parce qu'on voulait connecter les deux. Voilà, c'est-à-dire que pour vous, la rue, c'est pas un moyen de virer les nazis ou de vaquer, c'est autre chose, c'est un instrument de communication. Oui. Et je crois que c'est assez juste, c'est-à-dire que le fait que tous ces syndicats se retrouvent dans la rue dit un certain nombre de choses. Dit, nous ne sommes pas d'accord, c'est-à-dire que l'élection d'Emmanuel Macron ne signifie pas que la question est réglée, ce ne sont pas forcément les mêmes qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui sont capables de se mobiliser contre une politique. Elle dit aussi, cette manifestation, que les syndicats sont capables de s'unir. Et elle dit, cette manifestation, qu'elle peut faire fléchir la politique d'Emmanuel Macron malgré les élections. Donc elle est très forte, ce message est très très fort. C'est à la fois de l'ancienne... ça fait un peu bizarre de dire que c'est de l'ancienne politique. Oui. C'est de la politique, point. C'est comme si vous disiez... un discours politique, c'est de l'ancienne politique. Les manifs, les slogans, les drapeaux, c'est de la politique, c'est pas de l'ancienne ou de la nouvelle politique, c'est de la politique. Et avec cette idée très forte que le fait d'être ensemble, de se réunir, d'avoir des slogans, va faire bouger le politique, être performatif. Donc c'est une affaire très importante. Et c'est d'ailleurs tellement important, me semble-t-il, que je suis étonnée de voir à quel point Emmanuel Macron ne l'a pas anticipé. C'est-à-dire et d'ailleurs ça fait partie de quelque chose qu'on remarque chez lui, il est quand même très très sûr de lui, un tout petit peu arrogant, parce que comment a-t-il pu laisser descendre les fonctionnaires aussi massivement, c'est-à-dire à dire aux fonctionnaires, voilà, vous allez être taxés, vous allez encore payer des impôts, et il n'y aura
il y aura une compensation. Pourquoi ne pas donner cette compensation tout de suite? On a le sentiment qu'il ne croit pas à la puissance de la rue, malgré effectivement l'action des camionneurs. Donc il y a les camionneurs, il y a les avions, les trains, on verra, mais tout le reste, ils s'en fichent un peu. Alors il y a un côté assez troublant, c'est que demain soir, on va parler des slogans des manifestants, on évoquera le nombre. Il y aura encore la bataille du nombre. Alors, on aura la préfecture de police, l'ensemble des manifestants nous diront nous étions tant. Et la vraie question, c'est en quoi la vie des fonctionnaires aura-t-elle évolué ou non dans notre pays? Écoutez, ce n'est pas demain soir qu'on saura si la vie des fonctionnaires va évoluer ou pas. Est-ce que la mobilisation va se poursuivre ou est-ce qu'elle va retomber? Est-ce qu'une dynamique est en marche, si j'ose dire, ou en mouvement? Je ne crois pas du tout que Mélenchon puisse capitaliser tout ça, parce que c'est une mobilisation qui est d'une autre nature. Ce n'est pas une mobilisation qui correspond à l'idéologie de Mélenchon. Il est partout, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est pas pour... Oui, mais... Ça a été très, très habile et je pense finement réfléchi. Quand la CGT mobilisait, que lui était un jour avant, un jour après, rejoignait parfois les défilés, d'autres fois ne le faisait pas. En tout cas, il a habilement réussi à nous suggérer l'idée qu'il était globalement l'organisateur de tout cela, que ce soit vrai ou pas. Mais je ne crois pas que ça marchera durablement. Mais ça, c'est parce que la montée de ces questions-là au niveau politique ne peut pas s'opérer massivement, et en tout cas principalement, à travers ce que propose Mélenchon. Mais je voudrais renforcer ce que vous venez de dire. À savoir, je suis frappé, moi, par l'absence de sensibilité à la vraie société civile qui caractérise, à mon sens, notre chef d'État. C'est-à-dire que la société civile, c'est que des ennuis, c'est que des problèmes. Il incarne la raison, il incarne la modernisation, il incarne une vision des réformes qui sont nécessaires. Et si ça bouge, si ça conteste, si ça fait obstacle, évidemment, il faut peut-être négocier. Mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui souhaite que vive cette société civile, que fleurissent les partis politiques, certainement pas, en dehors des extrêmes. Même son parti politique. Même le sien d'ailleurs, ni que fleurissent les syndicats, ni que se développent des médiations, des mouvements d'un type ou d'un autre. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez... Mais c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait le vieux monde contre le nouveau. C'est quelqu'un qui se fait rattraper par une société qui lui dit on n'est pas content sur tel et tel aspect. Alors oui, il y a un côté, là je suis assez d'accord, il y a un côté, quand on voit certaines images, surtout vieux monde, parce que des vieilles industries, des choses qui ont l'air un peu d'une autre époque. Ce que je veux dire sur le côté vieux monde, c'est sur le rapport de force, le gagnant-perdant. Voilà, c'est ça qui est très agaçant, c'est que c'est toujours comme ça que ça se traduit. Quoi. Voilà. Alors que pour le coup, il y a de vrais chantiers. Par exemple, la réforme de la fonction publique, c'est un chantier majeur. Et là, pour le coup, l'État a un rôle à jouer, et avec les fonctionnaires, et évidemment, quand on commence comme ça, on ne va pas réformer l'État. Demain, on vérifie les nombres, on regarde les tweets et on regardera la mobilisation, bien entendu, des différents cortèges. Merci infiniment les uns les autres d'avoir participé à cette première partie d'émission.